Sur le rebord d'une fenêtre de cuisine, quelque part dans l'Amérique rurale, une poignée de cosses de haricots sèchent au soleil de l'après-midi. Ils sont ridés, bruns et insignifiants. La plupart des gens les jetteraient, mais à l'intérieur de chaque gousse, les graines achèvent une transformation qui a pris toute une saison de croissance. Ces graines contiennent bien plus que des instructions génétiques. Ils portent l'adaptation. Chaque fois qu'un jardinier conserve les graines des plantes les plus fortes, ces graines deviennent légèrement plus adaptées à ce sol spécifique, ce climat particulier, ce microclimat précis derrière la maison. Ce processus a soutenu l'agriculture pendant des milliers d'années. Cela ne nécessitait aucun laboratoire, aucun brevet et aucun achat annuel. Cela nécessitait simplement de l'attention. Mais en 1970, quelque chose a changé. Les États-Unis ont adopté la loi sur la protection des variétés végétales et, pour la première fois, les semences pouvaient être possédées. En 1994, les règles se sont encore durcies. Les agriculteurs et les jardiniers qui conservaient les graines de certaines variétés ne pratiquaient plus la tradition. Ils violaient le droit de la propriété intellectuelle. Ce n'est pas une histoire de complot, c'est une histoire de système. Lorsque l'agriculture s'est industrialisée, elle a été optimisée en termes d'échelle, de standardisation et de prévisibilité. Mais cela a créé une pression économique qui a rendu certaines pratiques peu pratiques. Non pas parce que ces pratiques ont échoué, mais parce qu'elles n'exigeaient pas d'achat continu. Ce qui suit sont des techniques utilisées par les grands-parents, qui fonctionnent toujours et qui ne coûtent presque rien. Certains ont été supplantés par la réglementation, d'autres par les forces du marché, quelques-uns par simple oubli. Mais la connaissance demeure. Pendant la majeure partie de l'histoire agricole de l'humanité, la conservation des semences n'était pas distincte de la culture de la nourriture. Un jardinier laisserait les plants de haricots les plus sains germer à la fin de l'été, sécherait les gousses et conserverait les graines jusqu'au printemps. L'année suivante, ces graines produiraient des plantes déjà adaptées aux conditions du jardin. Cela a créé une sélection végétale continue qui s'est produite simultanément dans des millions de jardins. Les graines étaient à pollinisation libre, ce qui signifie qu'elles résultaient d'une pollinisation naturelle. Une fois conservées et replantées, elles ont produit une progéniture presque identique à la plante mère. Cette stabilité génétique a rendu la conservation des semences fiable. Ensuite, la loi sur la protection des obtentions végétales a formalisé les droits de propriété agricole. Au début, les agriculteurs pouvaient encore conserver leurs semences pour leur propre usage. Mais en 1994, des amendements ont considérablement renforcé ces dispositions. Dans le même temps, les sociétés semencières ont commencé à investir massivement dans les hybrides F1, des variétés créées en croisant deux lignées parentales. La première génération fait preuve d'une vigueur et d'une uniformité remarquables. Mais les graines conservées sur des plantes F1 ne se reproduisent pas correctement. La deuxième génération se divise génétiquement, produisant des résultats imprévisibles. Pour l'agriculture commerciale, les hybrides F1 offraient des avantages évidents. Pour les entreprises semencières, ils ont créé une obsolescence programmée. Chaque année, les producteurs devaient revenir acheter de nouvelles semences. Le cycle biologique qui s'auto-renouvelait autrefois nécessitait désormais des transactions annuelles. Aujourd'hui, la majorité des semences potagères vendues sont soit des hybrides F1, soit des variétés protégées. Des variétés anciennes à pollinisation libre existent toujours, préservées par des organisations comme la Heritage Seed Library, mais elles représentent une fraction en diminution du marché. Un jardinier qui souhaite conserver des graines doit d'abord savoir quelles graines peuvent être conservées. Les connaissances requises pour naviguer dans ce système sont plus complexes que celles requises pour simplement conserver les semences. Et c'est cette complexité qui a fait disparaître cette pratique. Mais la biologie n'a pas changé. Les graines à pollinisation libre s'adaptent toujours aux conditions locales lorsqu'elles sont conservées année après année. Ils ne coûtent toujours rien au-delà de l'achat ou de l'échange initial. Au printemps 2002, des chercheurs de l'USDA à Beltsville, dans le Maryland, ont publié des résultats qui n'auraient dû rien de remarquable. Ils avaient testé le vinaigre comme agent de lutte contre les mauvaises herbes. À des concentrations comprises entre 10 et 20% d'acide acétique, le vinaigre atteint des taux de destruction de 85 à 100% sur plusieurs espèces de mauvaises herbes. Les scientifiques Jay Radhakrishnan, John Tisdale et Ben Kaufman ont découvert que l'acide acétique rompait les membranes des cellules végétales, provoquant une dessiccation rapide. L'effet est visible en quelques heures. Pour les agriculteurs biologiques, cela représentait une option importante. Le vinaigre est peu coûteux, largement disponible et se décompose rapidement dans le sol sans laisser de résidus persistants. Pourtant, le vinaigre n'est jamais devenu courant. Les jardineries proposent rarement du vinaigre de qualité horticole. Les fournisseurs agricoles le recommandent rarement. Les raisons sont économiques. Le vinaigre domestique ne contient que 5% d'acide acétique,
ce qui est trop faible pour les mauvaises herbes établies. Des concentrations efficaces nécessitent une manipulation prudente et des avertissements de sécurité. Plus important encore, le vinaigre ne peut pas être breveté. Aucune entreprise n'a de forte incitation financière à le promouvoir, car aucune entreprise ne peut contrôler sa production ou sa vente. Des avertissements concernant le vinaigre ont commencé à circuler. Certaines étaient légitimes. Elles sont non sélectives et peuvent endommager les cultures. Mais d'autres avertissements étaient plus prudents que les preuves requises. Le résultat fut un découragement discret. Le vinaigre est resté légal, mais a été présenté comme peu fiable ou n'en valait pas la peine. Pour ceux qui l'utilisent, la méthode est simple. Le vinaigre horticole, contenant 10 à 20% d'acide acétique, doit être appliqué lors des journées chaudes et ensoleillées, lorsque les mauvaises herbes sont en croissance active. Il fonctionne mieux sur les jeunes pousses et est plus utile sur les allées et les sentiers où aucune autre végétation n'est souhaitée. La technique n'est pas parfaite, mais elle fonctionne, coûte bien moins cher que les herbicides commerciaux et s'effondre rapidement. Le fait qu'elle reste obscure en dit moins sur son efficacité que sur les systèmes qui déterminent quelles solutions deviennent largement connues. Quelque part, dans les archives archéologiques de presque toutes les civilisations arides, on trouve des fragments de pots en argile non vernissés, enfouis dans le sol, près des racines des plantes cultivées. La technique apparaît indépendamment à travers les continents et les millénaires. Dans la Chine ancienne, en Perse, en Afrique du Nord, et parmi les communautés autochtones du sud-ouest américain. Un récipient d'argile poreuse rempli d'eau et enfoui dans le sol libère lentement l'humidité à travers ses parois, apportant l'hydratation directement à la zone racinaire. La méthode fonctionne par osmose. Lorsque le sol autour du pot enterré devient sec, les molécules d'eau se déplacent à travers les pores microscopiques de la paroi d'argile, attirées vers l'extérieur par la différence de potentiel d'humidité. À mesure que les racines des plantes absorbent cette humidité, davantage d'eau s'infiltre. Lorsque la pluie sature le sol, le flux vers l'extérieur s'arrête, car le gradient d'humidité s'égalise. Le système s'autorégule en fonction des besoins réels de l'usine plutôt que d'un calendrier prédéterminé. La recherche moderne a confirmé ce que les anciens agriculteurs comprenaient intuitivement. Des études réalisées dans des régions arides ont mesuré des économies d'eau comprises entre 60 et 70% par rapport à l'arrosage de surface conventionnel. Le pot en argile fournit de l'humidité exactement là où elle est nécessaire, éliminant ainsi le ruissellement et l'évaporation. Parce que l'humidité est disponible en profondeur dans le sol, les racines s'étendent vers le bas, créant ainsi des systèmes robustes qui résistent plus efficacement au stress hydrique que les plantes à racines superficielles. Pendant des milliers d'années, cette méthode ne nécessitait rien d'autre que de l'argile locale et des compétences de base en poterie. Puis, au milieu du XXe siècle, les systèmes d'irrigation goutte à goutte ont commencé à se répandre. Ces systèmes utilisent des tubes en plastique, des émetteurs et des régulateurs de pression pour fournir de l'eau aux usines individuelles. Mais les systèmes goutte à goutte nécessitent une infrastructure. Les tubes doivent être achetés, les émetteurs se bouchent et doivent être remplacés, les filtres nécessitent un entretien. Plus important encore, l'irrigation goutte à goutte a créé un marché. Les fabricants pourraient vendre des composants et des pièces de réparation. L'irrigation en pot d'argile n'offrait aucun marché comparable. Une fois qu'un pot était enterré, il ne nécessitait presque aucun entretien au-delà d'un remplissage périodique. Il n'y avait aucune pièce de rechange à vendre, aucune mise à niveau à commercialiser. La méthode a fonctionné, mais elle n'a généré aucun revenu récurrent. À mesure que l'irrigation goutte à goutte est devenue la recommandation par défaut, la connaissance des systèmes de pots en argile s'est estompée. Pourtant, les pots fonctionnent toujours exactement comme ils le faisaient il y a 4000 ans. Un jardinier peut enterrer un pot en terre cuite non vernissé près d'un plant de tomates, le remplir tous les quelques jours et regarder la plante prospérer avec une fraction de l'eau dont aurait besoin un arrosage de surface. Le pot ne doit pas être émaillé. La cuisson de l'argile à des températures plus basses laisse la structure des pores ouverte. La méthode ne convient pas aux exploitations mécanisées à grande échelle, mais pour les jardins familiaux et les régions où l'eau est chère ou rare, l'irrigation en pot d'argile reste l'une des solutions low-tech les plus efficaces jamais développées. En 1906, un immigrant sicilien nommé Baldassare Forestière a acheté 7 acres à Fresno, en Californie, avec l'intention de devenir producteur d'agrumes. Lorsqu'il a commencé à creuser, il a découvert des roches sédimentaires, dures, denses, dans lesquelles les racines des arbres ne pouvaient pas pénétrer. Au lieu d'abandonner le projet, il a commencé à creuser vers le bas. Pendant 40 ans, travaillant seul avec des outils manuels, il a creusé un réseau de pièces et de passages souterrains qui s'étendait sur 10 acres et atteignait des profondeurs de 25 pieds. Il a creusé des arches dans la couche dure, installé des lucarnes et planté des arbres fruitiers dans des cours en contrebas
où leurs racines pouvaient atteindre le sol sous la couche dure, tandis que leurs auvents restaient protégés de la chaleur extrême. Le système a fonctionné. L'environnement souterrain maintenait des températures de 10 à 20 degrés plus froides que la surface en été et plus chaudes en hiver. La masse thermique de la terre environnante amortit les variations de température. Certains des arbres plantés par Forestière sont encore vivants aujourd'hui, plus de 90 ans plus tard, produisant des fruits dans ce qui est devenu un monument historique de Californie. Si quelqu'un tentait de reproduire ce projet aujourd'hui, il se heurterait à des obstacles qui n'ont rien à voir avec l'ingénierie. Les codes du bâtiment moderne exigent des permis pour les constructions souterraines. Un projet de cette envergure nécessiterait l'approbation des services du bâtiment, des ingénieurs géologues et des agences environnementales. Les fouilles à proximité de la nappe phréatique nécessitent des études hydrologiques. Les ingénieurs en structure devraient certifier que l'excavation ne s'effondrerait pas ou ne créerait pas de risque d'affaissement. Dans la plupart des régions, les réglementations de zonage ne tiennent pas compte des structures souterraines. Les compagnies d'assurance sont réticentes à couvrir les structures non conventionnelles. Les prêteurs ne financeront pas une construction qui ne correspond pas aux catégories d'évaluation standard. L'effet cumulatif est que les projets qui ne nécessitaient qu'une détermination individuelle et un travail physique en 1906 nécessitent désormais des équipes de professionnels et des mois de paperasse. Et des dizaines de milliers de dollars de frais avant qu'une seule pelle ne touche le sol. Aucune de ces réglementations n'existe pour supprimer l'innovation. Ils se sont développés en réponse à des problèmes réels. Effondrement, contamination, défaillance structurelle. Mais le type d'autosuffisance radicale que représentait Forestière est devenu presque impossible dans les environnements réglementaires modernes. Non pas parce que le travail ne peut pas être fait, mais parce que les systèmes régissant l'utilisation des terres ont évolué pour donner la priorité à la normalisation et au contrôle plutôt qu'à l'expérimentation individuelle. Ce qui reste accessible, c'est le principe. Comprendre comment la température, la lumière et le sol interagissent sous le niveau du sol peut éclairer les décisions sur l'endroit où planter et la manière de protéger les cultures des conditions météorologiques extrêmes. La connaissance ne nécessite pas de permis. Seule l'application à grande échelle le permet. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne est confrontée à une crise alimentaire. Les sous-marins allemands coulaient des navires de ravitaillement et la nation insulaire se retrouvait privée de nourriture importante. En 1942, la viande était devenue l'une des denrées les plus rares. Le gouvernement a réagi en encourageant les citoyens ordinaires à créer des clubs porcins dans leur quartier. Un groupe de voisins mettait en commun leurs restes de cuisine, les donnait à manger à un cochon élevé dans le jardin de quelqu'un, et lorsque l'animal atteignait le poids d'abattage, partageait la viande entre les membres. En 1943, des milliers de ces clubs opéraient à travers la Grande-Bretagne. Les estimations suggèrent qu'environ 6000 porcs étaient élevés dans des arrière-cours urbaines et suburbaines. Le système a fonctionné parce qu'il a bouclé une boucle que les systèmes alimentaires industriels avaient brisée. Les déchets sont devenus de la nourriture. La nourriture est devenue de la viande. Et le fumier pourrait être composté et retourné au jardin comme engrais. Lorsque la guerre a pris fin et que les chaînes d'approvisionnement ont repris, les clubs porcins ont rapidement disparu. Mais l'environnement réglementaire a également changé d'une manière qui rendrait aujourd'hui presque impossible la relance de tels systèmes. Les lois de zonage dans la plupart des zones résidentielles interdisent entièrement l'élevage de porcs. Lorsque le bétail est autorisé, les réglementations précisent la taille minimale des lots, les distances de retrait et les protocoles de gestion des déchets. Les réglementations sur l'abattage ajoutent un autre niveau de restriction. Dans la plupart des juridictions, il est illégal d'abattre un animal pour le vendre ou le distribuer sans recourir à une installation agréée. Ces réglementations existent pour des raisons légitimes. Un bétail mal géré peut contaminer les eaux souterraines et propager des maladies. Mais ils rendent également fonctionnellement impossible à un groupe de voisins de reproduire ce que des milliers de familles britanniques ont fait pendant la guerre. Les barrières juridiques sont trop élevées, les risques de responsabilité trop importants et la charge administrative trop complexe pour que les groupes communautaires informels puissent s'y retrouver. Le principe des clubs cochons n'est pas devenu invalide. Le cycle fermé des nutriments reste l'un des moyens les plus efficaces de construire des systèmes alimentaires résilients. Mais l'échelle a changé. Ce qui était autrefois possible au niveau du quartier nécessite désormais soit des fermes individuelles, disposant de suffisamment de terres et de permis, soit des fermes plus grandes, disposant des ressources nécessaires pour se conformer aux exigences réglementaires. Ce qui reste accessible, c'est la compréhension que les déchets ne sont souvent qu'une ressource au mauvais endroit. Des restes de cuisine peuvent nourrir les poulets, là où les ordonnances locales le permettent.
le compostage convertit les déchets végétaux en amendement du sol. Même les systèmes à petite échelle qui recyclent les nutriments localement réduisent la dépendance aux intrants externes et renforcent la résilience de la production alimentaire des ménages. Les méthodes de propagation traditionnelles utilisaient des matériaux provenant de la cuisine plutôt que des jardineries. Le miel fournit des sucres naturels et des enzymes qui stimulent la croissance des racines lorsque les boutures y sont trempées avant la plantation. La poudre de cannelle agit comme un antifongique naturel, protégeant la surface coupée de la pourriture. L'aloe vera contient des hormones végétales qui soutiennent le développement des racines et renforcent la réponse immunitaire des jeunes plantes. Ces méthodes ont été remplacées par des hormones d'enracinement commerciales, non pas parce qu'elles échouaient, mais parce qu'elles ne pouvaient pas être conditionnées et vendues à plusieurs reprises. Les systèmes d'arrosage des racines en profondeur fonctionnent en enterrant un récipient perforé près de la base de la plante et en le remplissant d'eau. L'humidité se déplace directement vers la zone racinaire, plutôt que de se propager sur la surface où elle s'évapore. Cela oblige les racines à pousser en profondeur plutôt qu'en profondeur, créant ainsi des plantes capables de résister à la sécheresse et d'accéder aux nutriments d'un plus grand volume de sol. La technique permet d'économiser jusqu'à 70% de l'eau d'irrigation et prévient les maladies fongiques qui se développent lorsque l'humidité reste constamment autour de la base de la tige. Cela ne nécessite rien de plus qu'une bouteille en plastique percée de trous sur les côtés. Le charbon de bois ajouté au sol crée des conditions similaires à la terra preta, le sol noir fertile que l'on trouve dans le bassin amazonien, où les peuples autochtones mélangeaient du charbon de bois et des déchets organiques au sol. La structure poreuse du charbon de bois abrite des micro-organismes bénéfiques et améliore le drainage tout en empêchant la pourriture des racines. L'agriculture moderne l'a reconditionné sous le nom de biochar coûteux, mais le principe reste inchangé. La cendre de bois propre provenant d'un poêle fonctionne de la même manière, même si elle ne doit jamais provenir de bois traité ou de briquettes de barbecue contenant des produits chimiques. Le semis multiple, planté 3 à 5 graines dans la même cellule, remet en question les normes industrielles d'espacement qui supposent que chaque plante a besoin d'un espace isolé. Lorsque plusieurs graines germent ensemble, leurs racines s'entrelacent, tandis que leurs tiges s'écartent naturellement. Cela fonctionne bien pour les légumes racines comme les betteraves et les oignons, permettant d'économiser de l'espace et du temps sans réduire les rendements. Cela ne fonctionne pas pour les plantes à gros fruits, comme les tomates ou les courges, où la concurrence retarde la croissance. La cendre de bois contient des minéraux concentrés, potassium, calcium, magnésium, dont les plantes ont besoin pour le développement des racines et la floraison. Pendant des siècles, les cendres étaient suffisamment précieuses pour être commercialisées à travers les océans sous forme de potasse, l'un des premiers engrais commerciaux. Ensuite, les engrais synthétiques sont devenus disponibles dans des concentrations uniformes pouvant être appliquées avec précision. La cendre est tombée en disgrâce parce que sa composition varie en fonction du bois brûlé et parce qu'elle est mal appliquée, elle peut augmenter le pH du sol trop rapidement. Mais diluées correctement ou fermentées avec de l'eau et du sucre pour modérer leur chimie, les cendres fournissent toujours des minéraux sans frais, au-delà de leur collecte dans le poêle. Le sel d'Epsom, sulfate de magnésium, corrige la carence en magnésium des tomates et autres gros mangeurs. Lorsque les feuilles jaunissent entre les nervures, une cuillère à soupe de sel d'Epsom, dissoute dans un gallon d'eau et appliquée toutes les 2 semaines, rétablit souvent la couleur vert foncé, qui indique une production saine de chlorophylle. L'industrie du jardinage vend des engrais spécialisés pour tomates à des prix élevés, tandis qu'un sac de sel d'Epsom en pharmacie coûte une fraction et fournit le même minéral. L'aspirine contient de l'acide salicylique, un composé que les plantes produisent naturellement lorsqu'elles sont attaquées. Dissoudre un comprimé d'aspirine dans l'eau et le vaporiser sur le feuillage active les mécanismes de défense de la plante, la rendant plus résistante aux maladies fongiques et bactériennes. La recherche confirme que les plantes traitées de cette manière poussent plus vite et plus fort, même si l'aspirine ne remplace pas les soins de base comme une eau adéquate et un sol sain. Les plantes de consoude envoient des racines profondément dans la terre, attirant des minéraux que les autres plantes ne peuvent pas atteindre. Lorsque les feuilles de consoude sont trempées dans l'eau, elles se décomposent en un liquide sombre riche en potassium, idéal pour les plantes fruitières comme les tomates et les poivrons. La Royal Horticultural Society le reconnaît comme l'un des engrais naturels les plus efficaces disponibles. Le thé d'ortie fonctionne de la même manière. Des recherches menées à l'université de Coventry en 2019 ont révélé que les engrais à base d'ortie trempée fournissent des niveaux d'azote équivalents à ceux de nombreuses marques commerciales. Les deux ne nécessitent rien de plus qu'un seau, de l'eau et de la patience pendant que les feuilles se décomposent. L'urine humaine, diluée dans un rapport d'une partie d'urine pour 10 parties d'eau, fournit de l'azote, du phosphore et du potassium sous des formes que les plantes peuvent absorber immédiatement. Cette technique était une pratique courante dans l'agriculture traditionnelle et reste sûre lorsqu'elle est appliquée correctement.
arrosé à la base de la plante plutôt que sur les feuilles, et utilisé sur des cultures qui seront cuites plutôt que consommées crues. Les problèmes d'assainissement modernes ont rendu cette pratique inacceptable, mais la chimie n'a pas changé. C'est une source gratuite de nutriments qui autrement serait éliminée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la campagne britannique Dig for Victory recommandait de pailler le sol avec de vieux journaux. Un journal humide, répandu entre les rangées de légumes, bloque les mauvaises herbes, en empêchant la lumière du soleil d'atteindre la surface du sol, tout en retenant l'humidité pendant les périodes sèches. À la fin de la saison, le journal se décompose et ajoute de la matière organique au sol. Cela a été remplacé par du tissu paysager en plastique et du paillis vendu dans des sacs, des matériaux qui ne se décomposent jamais et finissent dans les décharges. Le journal fonctionne toujours exactement comme il y a 80 ans. Les cartons d'œufs en carton servent de démarreurs de semences biodégradables. Chaque cellule contient suffisamment de terre pour un semis. Et lorsque la plante est prête à être transplantée, la cellule entière peut être plantée directement dans le sol. Le carton se décompose en quelques semaines, éliminant ainsi le choc racinaire qui se produit lorsque les plants sont retirés des plateaux en plastique. Cela ne coûte rien et ne produit aucun déchet. Le marc de café améliore la structure du sol lorsqu'il est composté, bien qu'il n'acidifie pas le sol de manière significative, comme le pensent de nombreux jardiniers. Le marc de café infusé a un pH presque neutre, car les acides ont été extraits dans le café lui-même. Ce qui reste ajoute de la matière organique et améliore la rétention d'eau, en particulier dans les sols argileux lourds. Des recherches menées à l'université de Melbourne ont confirmé ces avantages, même si les sols devraient d'abord être compostés plutôt que appliqués frais en grande quantité. Le jardinage sans creuser préserve les réseaux fongiques et les tunnels de vers de terre qui existent naturellement dans un sol non perturbé. Au lieu de retourner le sol avec une motobineuse ou une bêche, les jardiniers étalent du compost sur la surface et laissent les vers de terre et les micro-organismes l'incorporer vers le bas. Cela empêche la libération de carbone qui se produit lorsque le sol est perturbé et maintient la structure qui permet à l'eau et à l'air de se déplacer efficacement dans le sol. L'industrie du jardinage fait la promotion des motoculteurs et des outils tournants. Mais la science moderne du sol confirme que les perturbations font souvent plus de mal que de bien. Les ébus de pin récoltés dans les forêts constituent un paillis efficace qui bloque les mauvaises herbes, retient l'humidité et se décompose lentement en matière organique. La douce acidité convient aux plantes comme les myrtilles et les azalées. Cela ne coûte rien et utilise un matériau qui autrement resterait sur le sol forestier. La poudre de curcuma, la même épice utilisée en cuisine, contient de la curcumine, un composé aux fortes propriétés antibactériennes et antifongiques. Le saupoudrer autour de la base des plantes ou le mélanger au terreau protège les racines des maladies sans tuer les micro-organismes bénéfiques dont dépend un sol sain. Des techniques simples de chronométrage et d'observation améliorent les résultats sans nécessiter aucun matériel. Couvrir les graines nouvellement semées avec une planche retient l'humidité et les protège des oiseaux pendant la période vulnérable de germination. La planche doit être retirée dès que les pousses apparaissent, mais d'ici là, cela élimine le besoin d'un arrosage constant. Le désherbage pendant la période la plus chaude de la journée permet aux mauvaises herbes arrachées de sécher complètement au soleil, tuant les racines et les empêchant de repousser. La plantation sous la pluie profite d'une eau au pH naturellement équilibré qui contient de l'azote provenant de la foudre, donnant aux graines un démarrage idéal sans aucun effort de la part du jardinier. L'utilisation de conteneurs avec des côtés inclinés plutôt que des parois droites facilite l'enlèvement des semis avec des modes de racines intactes, évitant ainsi les dommages qui retardent la croissance après le repiquage. Ces techniques ne représentent pas de la nostalgie. Ils représentent des alternatives. À une époque où les coûts des intrants augmentent, où l'eau devient rare et où la résilience compte plus que la commodité, les méthodes qui nécessitent uniquement des connaissances plutôt que du capital deviennent de plus en plus pertinentes. Les systèmes qui ont remplacé ces pratiques n'étaient pas intrinsèquement mauvais. Ils ont réalisé des augmentations remarquables de productivité et nourri une population mondiale croissante. Mais ils ont également créé des dépendances qui n'étaient pas nécessaires et brisé les cycles qui soutenaient l'agriculture depuis des millénaires. Les graines qui sèchent sur le rebord de la fenêtre, le pot en argile enterré dans le jardin, les cendres récupérées du poêle, ce ne sont pas des reliques d'une époque plus simple. Ce sont des outils fonctionnels qui fonctionnent toujours exactement comme ils l'ont toujours fait. Les connaissances nécessaires à leur utilisation n'ont pas disparu. Elle s'est simplement déplacée en marge de la pratique du jardinage, en attendant le moment où les gens se rappelleront que les techniques les plus précieuses sont souvent celles qui ne peuvent être vendues. Ce qui semble être du gaspillage ou une pratique dépassée contient souvent des connaissances vivantes. Et entre ce que promeuvent les systèmes modernes et ce qui soutient réellement la vie dans le sol, il reste de la place pour des méthodes qui ne coûtent rien, ne nécessitent aucune autorisation
et ne dépendent que de l'attention et de la compréhension.